Michel Gazier. Je crois que ma vie est dans les livres. Hein. J'en ai traduit un certain nombre, relativement beaucoup, de l'espagnol, puisque j'ai fait des études d'espagnol, ce qui m'a permis de rencontrer des écrivains espagnols qui n'étaient pas connus en France du tout, parce qu'il y avait une sorte de blocage sous prétexte qu'il y avait le franquisme de l'autre côté de la frontière. Et j'ai eu la chance d'être amie avec des gens comme Manuel Vázquez Montalbán, comme Juan Marcé, voilà. Donc j'en ai traduit un certain nombre. Ensuite, j'en ai commenté encore davantage, hein, puisque j'ai été critique littéraire d'abord à Libération pendant quelques mois, un an, hein, et ensuite à Télérama pendant 24 ans. J'ai enseigné aussi l'espagnol, mais ça aussi ça fait partie des livres, hein, quoi qu'il en soit. J'en ai écrit aussi un certain nombre, une vingtaine je crois à peu près, des romans, des essais, surtout sur l'art ou avec des artistes, et puis des nouvelles, parce que j'aime beaucoup les nouvelles. Et puis maintenant j'en édite, puisque j'ai monté avec une amie, Marie-Claude Char, une petite maison d'édition qui s'appelle les éditions des Busclas. Voilà. Et puis j'ai oublié une étape parce qu'elle est dans ma prime jeunesse ou presque. Quand j'étais étudiante, je n'avais pas de sous. Et donc j'ai travaillé comme bibliothécaire à la fac pour payer en partie mes études. Donc à part libraire, je crois que j'ai tout fait dans le livre et c'est un vrai bonheur. Enfin voilà, s'il y avait un territoire à définir, un paysage à définir, ce serait un paysage où il y aurait beaucoup de livres. Quelle est la ligne éditoriale de votre maison d'édition? Alors, on s'est interrogé parce qu'en fait, bon, cette maison d'édition, on y pense avec Marie-Claude Char depuis très longtemps, mais tant que j'étais critique littéraire, c'était pas compatible. On ne peut pas être critique littéraire et éditeur. Donc, on a attendu que j'ai quitté Télérama et pour se reparler de ce projet. Et en fait, on reste modeste, on n'a pas beaucoup de sous, on ne se paye pas, c'est vraiment parce qu'on a envie d'éditer des livres. Et on a réfléchi à ce qui pouvait ce qui pouvait attirer un certain nombre d'écrivains, en tout cas leur permettre de s'exprimer sans être, sans fuir leur propre maison d'édition. On n'est pas des voleuses d'auteurs, ils viennent faire un livre chez nous. Et l'idée, c'est à partir d'une frustration qui est la mienne, qui a été la mienne, à savoir que d'une manière générale, les éditeurs demandent un livre carré. Si vous êtes romancier, ils vous demandent un roman. Si vous êtes nouvelliste, ils vous demandent aussi un roman, mais enfin, vous leur donnez des nouvelles, ils acceptent tout juste. Si vous êtes essayiste, historien, etc., chacun est dans sa catégorie. Avant, il existait des revues dans lesquelles on pouvait intervenir sous des formes qui n'étaient pas des formes définies et dans des formats qui n'étaient pas des formats aussi définis. Et maintenant, bon, il n'y a plus ça. Et moi, j'ai eu comme ça cette frustration. J'avais des textes, j'avais fait une variation sur une thématique. Et mon éditeur m'avait dit, moi, je prends la variation polar, je t'édite ça. Mais il y avait une petite pièce de théâtre. Le théâtre, j'en ai rien à cirer. Il y avait une nouvelle, les nouvelles, j'aime pas. Monologue intérieur, écoute, voilà. Donc, il me prenait mon petit polar, alors que ça n'avait d'intérêt que s'il y avait les 4 formes, puisque pour moi, c'était ça l'intérêt, c'est de faire une variation. Et je me suis dit que si moi j'avais cette frustration, il y en avait d'autres qui devaient l'avoir. Et j'avais sûrement raison, parce que tous les gens à qui nous avons demandé de faire un pas de côté, c'est-à-dire de se laisser aller à une fantaisie, à une envie, à un désir inassouvi sous les formes traditionnelles de l'édition, on n'a pas vraiment eu de refus jusqu'à présent. Donc le premier à qui on l'a demandé, c'était Jean Rouault. Et Jean Rouault avait envie d'écrire sur les paysages, vous voyez, on est dans les paysages, sur les paysages qui lui étaient les plus familiers et qui n'étaient pas ceux de la Loire inférieure, il tient beaucoup au terme d'inférieur, mais ceux de la Bible, parce que enfant d'un collège catholique, on lui a plus parlé du Sinaï et du Jourdain que de la Loire et de Nantes, qui étaient quand même à côté. Donc voilà, ce premier texte qui s'appelle l'Évangile selon moi. Et puis il y a eu Pascal Horry, qui est historien et qui a fait une grande encyclopédie du presque rien en 100 pages. Il y a eu Eduardo Manet, qui a 80 ans et qui depuis l'âge de 16 ans n'avait pas écrit de nouvelles, hein, et qui donc nous a donné des nouvelles. Il y a eu un peu à part la correspondance de Char et Nicolas de Staël, hein, parce qu'une correspondance c'est un pas de côté aussi, même si c'est un pas de côté figé dans le temps et dans le passé. Et puis là, Georges-Olivier Château-Renaud, qui est un excellent nouvelliste, n'avait jamais écrit de nouvelles sur un thème.
Et il a fait un recueil de nouvelles sur le thème des résidences d'écrivains, et c'est méchant, drôle, fantastique. Voilà, il s'est fait plaisir, vraiment, on le sent dans l'écriture. Et Chantal Pelletier a publié, elle, comment dire, un journal de l'amitié, c'est-à-dire un texte qu'elle adresse à Chris, son ami Chris, qui était l'actrice de France Inter et la voix aussi de FIP, hein, et avec qui elle a développé une amitié pendant, je sais pas, 30 ans, je crois. Et Chris est morte, et à partir de la date de sa mort, morte un jeudi, elle est remontée dans le temps sur 24 jeudis. 24 jeudis qui sont autant d'années d'amitié, avec chaque fois un contrepoint sur le présent. Ça ne ressemble pas à une forme définie, mais c'est un merveilleux livre, voilà. Et puis on a Annie Ernaux à la rentrée, on a Arlette Farge, enfin, voilà. Des choses trop petites de format, ça n'intéresse pas vraiment. Alors peut-être que ça va commencer à les intéresser, ils vont nous en vouloir et ils vont nous refuser à leurs écrivains, mais pour l'instant, c'est du plaisir, c'est tout. D'accord. Donc aujourd'hui, le thème, c'est paysage. Oui. Et quand nous avons eu des échanges par mail, vous étiez plus parti sur Louis. Oui, enfin j'étais partie sur les sens, parce qu'en fait, voilà, c'était le mois de mai qui était, je crois, la thématique, qui développait la thématique des sens. Et en fait, c'était, plus que Louis, c'était le goût et la vision, hein, et le goût et la peau et la vision aussi, parce que bon, ce sont effectivement des sens qui m'ont sollicité. Le goût, parce que j'ai été anorexique pendant des années. Je crois qu'on n'est jamais complètement en dehors de l'anorexie quand on l'a été, enfin un jour, et que donc trouver le goût de la nourriture, quelque chose c'est un cheminement assez lent et assez difficile, et on est toujours dans ce cheminement. Je crois qu'il y a une forme de gourmandise des anorexiques qui se développe, et j'ai écrit un livre dans la collection, elle s'appelle comment, Les exquis d'écrivains chez Nil, et qui s'appelle Un abécédaire gourmand. Et ça commence par A comme anorexie, et ça se termine par Z comme zan. Et j'aimais les zans quand j'étais anorexique. Et puis un de mes amis écrivains, mais c'est Pascal Quignard, je peux le citer, m'a dit: mais est-ce que tu sais que dans le traitement de l'anorexie, maintenant on donne du zan, on donne de la réglisse, voilà. Donc c'est drôle de l'avoir comme ça trouvé d'instinct, et voilà. Donc voilà. Et puis la vue parce que j'avais un père aveugle, enfin qu'il est devenu petit à petit, et à l'âge de 7 ans, je me suis retrouvée être son guide, parce qu'il l'était à ce moment-là complètement, il a récupéré un peu, et puis il l'a perdu à la fin de sa vie. Et donc la vue est quelque chose qui m'inquiète, parce que la vue, c'est la lecture. Et donc cette espèce d'épouvante de la cécité que j'ai vue de tellement près, c'est quelque chose qui me sollicite beaucoup et qui me touche beaucoup. Ce sont mes cauchemars.